Les ministres des hydrocarbures réaffirment les lancements des appels d'offres pour plusieurs blocs pétroliers. Des dates sont retenues, soit du 28 au 29 juillet 2022 à Kinshasa. Il s'agit de la première phase qui concerne 16 blocs pétroliers sur les 32 que dispose le pays. Parce que nous sommes l'un des pays riches en pétrole et gaz au monde, avec 3 bassins sédimentaires parmi les plus vastes, avec des superficies autour de 6 000 km², 50 200 km² et 800 000 km². L'RDC contient des ressources pétrolières estimées autour de 22 milliards de barils de pétrole et 66 milliards de mètres cubes de gaz méthane dans les lacs Kivu, capables de placer le pays au premier plan de grands producteurs de pétrole et du gaz dans un environnement d'exploitation unique, a dit Didier Boudimbu. Pour John Madimba, expert en sciences pétrolières et gazières, l'RDC n'a pas de réservoirs pour mettre un stock alors qu'elle dispose d'un grand potentiel dans les domaines pétroliers. La RDC n'a pas de réservoir pour mettre en place un stock. Vous voyez? Donc nous demeurons jusqu'à présent dans les potentiels, alors que la RDC a un grand potentiel. Je pourrais le dire sans gêne. Il suffit de jeter même un coup d'œil sur les livres du ministre des Affaires sociales, la République des Inconscients. Il peint la situation si pétrolière. On vous dit que la RDC a le pétrole presque dans toutes les provinces. Toutes les provinces, à Ituri, à Katakokombe, à Bouende, on peint. Mais l'exploitation pétrolière n'y répond pas. On demeure jusqu'à présent un pays qui ne cesse d'évoluer dans les termes de potentialité. Donc, jusqu'à quand le réveil de l'Afrique? Jusqu'à quand le réveil du Congo? Mais nous attendons toujours. Donc, l'évolution n'est pas tellement constatée. Comme solution, cet expert propose qu'il y ait un allègement, une politique d'attraction. La législation pétrolière n'est pas trop attractive, hein? Le code des hydrocarbures n'est pas trop. Il surcharge un peu les opérateurs économiques. Donc il faudrait un allègement, il faudrait une politique d'attraction. Parce que le ministre a eu à entreprendre une démarche pour réutilisation du gaz associé. La volonté est là. Mais vous voyez, au-delà de la volonté, il faudrait passer à l'acte. Notons que pour le gouvernement, le contexte mondial est favorable à cette opération. Il veut aller au-delà de la production de 22 000 barils jour aujourd'hui et compte atteindre moins de 200 000 barils jour. Rappelons que le ministre des Hydrocarbures avait au cours d'un conseil des ministres proposé la création d'une raffinerie au pays. En République démocratique du Congo, les journalistes en général éprouvent beaucoup de difficultés à accéder à l'information. En ce qui concerne les questions environnementales, un obstacle supplémentaire est que le domaine n'est accessible qu'à quelques-uns disposant des connaissances techniques et d'informations dans les domaines. L'environnement étant la source la plus précieuse de l'humanité, les autorités à tous les niveaux des prises de décision devraient faciliter la tâche à ces chevaliers de la plume pour informer comme il faut sur les enjeux climatiques. Ce souci a été exprimé par certains journalistes de la ville de Kinshasa. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est un secteur aussi hautement politique. Et quand vous collectez des données où vous avez des informations dans le secteur de l'environnement, il faut prendre souvent soin de vérifier ces informations. Parce que ça peut avoir des implications politiques assez graves. Donc il faut toujours vérifier. Aujourd'hui, l'actualité dans le secteur de l'environnement, c'est le problème des concessions forestières. Des concessions forestières que les anciens ministres avaient attribuées et qu'on juge illégales. Mais pour donner ces informations, il faut vérifier les documents, il faut vérifier les données, il faut aller vers les uns et les autres pour le faire. Et c'est le travail que nous essayons de faire. Si aujourd'hui, nous ne sommes pas inquiétés, en exprimant notre liberté d'expression dans le secteur de l'environnement, c'est parce que justement nous prenons le temps de vérifier. Nous vérifions le fait, nous allons dans le cabinet du ministre, nous allons dans l'administration, nous allons vers les personnes concernées, les sociétés, nous vérifions avant de donner l'information. Le gouvernement rend rarement l'information publique, les succès potentiels refusent de parler aux médias et les problèmes de sécurité rendent le travail sur les terrains risqués alors que les journalistes environnementaux ont un rôle à jouer dans cette marche vers la lutte pour sauver la planète. La liberté de la presse ne tient peut-être pas compte des secteurs
que ce soit un secteur de l'environnement ou ceux qui sont dans le secteur de l'environnement ou ceux qui sont dans le secteur de l'économie ou des finances, ainsi de suite. Mais nous tous, nous traitons ou nous recherchons, nous collectons, nous traitons et nous diffusons de la même manière l'information, même s'il y a certaines particularités parce que les secteurs diffèrent. Nous qui sommes dans le secteur de l'environnement, nous recherchons l'information comme tout autre journaliste et nous la collectons, nous la traitons, nous la diffusons. Mais il faut dire que peut-être il y a certaines particularités en ce qui concerne le traitement de l'information environnementale parce que c'est une information qui n'est pas comme toute autre information. Mais ce qui est vrai est que nous vivons de la même manière cette liberté de la presse et nous la défendons, nous la promouvons de la même manière que les autres secteurs que les autres journalistes qui sont dans d'autres secteurs. L'accès à l'information est très important pour que les journalistes environnementaux puissent s'investir à fond pour un monde meilleur et se professionnaliser davantage à travers les formations et les recherches pour un meilleur rendement dans leur travail quotidien. Quand j'ai déjà vérifié toutes ces informations, je peux maintenant les diffuser, je peux voir maintenant l'opportunité de diffuser. Et si je trouve que le temps est opportun, je peux diffuser sans crainte. Mais dès lors que ce sont des informations vérifiées, je crois que je vis ma liberté de presse, ma liberté d'expression en toute sérénité. Il est vrai que je connais quelques petits problèmes de foi, parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a de gens qui parfois, on a connu quelques petits problèmes, je crois que vous avez suivi aussi, à un moment donné on s'était fait arrêter pour quelques heures seulement, tout simplement parce que les gens étaient gênés par les actes qu'ils posent et nous avons essayé de diffuser ça, de faire sortir ça et ça nous a coûté un peu ce que ça nous avait coûté, mais heureusement que c'était passager, c'était bref. Mais fondamentalement, en prenant la précaution de vérifier les informations avant de les diffuser, ça nous sécurise. En dehors de cette liberté de presse, les journalistes ont une part de responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion. Il lui revient la tâche de veiller aux mœurs et au respect de la déontologie. Même ceux qui entravent à la liberté de la presse ou à la liberté d'opinion, ils sont également appelés à maîtriser la loi. On va peut-être au-delà de l'imaginatif en procédant à des arrestations arbitraires, particulièrement avec nos policiers, nos militaires ou encore nos services de sécurité. Des fois, c'est un problème de maîtrise de la loi. C'est un problème de maîtrise des textes qui régissent notre pays. Nous avons de bonnes lois, mais on a un problème d'application des textes. Et donc, si et seulement si chacun de nous, dans son coin, maîtriser les lois qui régissent son secteur, je pense qu'il n'y aurait pas d'arbitraire, il n'y aurait pas d'arrestation arbitraire comme on dit, mais chacun ferait son travail conformément à la loi. Et parce que je l'ai dit tantôt, la liberté de la presse est consacrée par la Constitution, est consacrée par les lois de la République. Et si chacun de nous use de ces lois, je pense qu'il n'y aurait pas d'arrestation arbitraire. Et même nos policiers, nos militaires, nos services de sécurité n'enfreindraient pas à la loi ou à la liberté d'expression ou à la liberté de presse. Si alors que la journée du 3 mai a été consacrée pour la liberté de la presse, à l'occasion de cette journée, les journalistes et environnementalistes, au travers leurs publications, ont différemment émis des mots sur les douleurs sur lesquelles proie la planète. Ils ont par ailleurs sensibilisé les populations à adopter des comportements responsables en faveur de la Terre. Venus des différentes régions, les représentants du secteur public et privé, les organisations non gouvernementales prennent part au 15e congrès forestier mondial qui se tient à Séoul, en République de Corée du Sud, du 2 au 6 mai de cette année. Une occasion pour les nations de débattre sur l'actualité visant à définir comment les forêts peuvent aider à répondre et à s'adapter au changement climatique, ainsi qu'à lutter contre la désertification, à protéger la biodiversité et à résoudre d'autres questions environnementales mondiales. Chose curieuse, la République démocratique du Congo n'est pas représentée à ces assises malgré sa haute portée. Pour rappel, ce congrès est le plus grand rassemblement du secteur forestier au monde et se tient tous les 6 ans
sous les auspices de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, des Nations Unies. L'objectif général de la participation de la COMIFAC et ses pays membres à ces congrès est d'agir sur les orientations de la politique mondiale en matière de la gouvernance forestière. Une occasion pour lancer un appel à la communauté internationale en vue de conserver, gérer durablement et financer davantage les écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, premier poumon vert de la planète. La RDC possède plus de 3/4 des tourbières du bassin du Congo, estimées à 14 milliards d'hectares. D'après les recherches scientifiques, ce complexe de tourbières stocke environ 30 milliards de tonnes de carbone, l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Au regard de l'importance de ces tourbières, la RDC a un atout important pour contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Certains scientifiques pensent que le pays doit imposer son leadership s'il veut bénéficier de ces tourbières en termes de revenus. La RDC étant une zone ou un territoire du bassin du Congo où on a une grande étendue avec le Congo-Brazzaville, notre voisin, les tourbières sont très nombreuses. Et malheureusement, les Congolais de la RDC ne bénéficient pas ce leadership de la tourbière de la RDC. Au contraire, c'est les Congo voisins qui en bénéficient beaucoup, qui prend ce leadership-là des tourbières du bassin du Congo. Alors, on ne bénéficie pas. Pourquoi? C'est la faiblesse de nos gouvernants. C'est la faiblesse du leadership dans la sous-région. Or, le bassin du Congo appartient en République démocratique du Congo qui a la grande superficie. À en croire cet expert, il serait aussi juste que les efforts de conservation soient reconnus et valorisés afin que les pays disposent des moyens pour l'amélioration des vécus des communautés locales et des peuples autochtones pour la préservation de cet écosystème. La gestion est nécessaire. Il y a des activités anthropiques qui se font là. Ces activités doivent prendre des situations d'alternatives, c'est-à-dire trouver des solutions aux populations autochtones qui travaillent dans ces milieux-là, qui font la riziculture, qui font la pêche, qui font l'aquaculture ou autres activités, leur donner certains milliers et ces milliers soient protégés. Découverte en 2017, ces zones marécageuses attendaient les tourbières du bassin du Congo jouent un rôle important dans l'équilibre du climat mondial. Mais les menaces de l'exploitation forestière, de l'agriculture et des industries minières pourraient provoquer leur dégradation rapide selon ces scientifiques. La gestion du parc national de Kahuzi-Biega a été confiée à l'organisation américaine Wildlife Conservation Society, WCS, depuis 2 semaines. À en croire le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Olivier Mouchete, cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé avec cette organisation. Si on signe un contrat de cogestion avec un partenaire international, c'est quand même avec l'objectif principal d'augmenter nos performances, quoi. Sinon on continue tout seul. Donc ici maintenant, le fait d'avoir un partenaire international tel que Wildlife Conservation Society, ça nous apporte d'abord du savoir-faire, ça nous ouvre la porte vers des nouveaux financements, ça contribue justement encore une fois à renforcer nos propres capacités en interne à l'ICCN. Et de toute façon, par rapport au parc national de Kahuzi-Biega lui-même, ça fait partie de notre contrat avec le WCS qu'ils engagent leurs ressources et leurs moyens pour améliorer les relations avec les communautés locales. Réagissant au rapport de Minority Rights, le DG de l'ICCN a tenu à préciser que les allégations évoquées par cette organisation ne sont pas vérifiables sur le terrain. Il y a un rapport d'enquête conjointe qui va sortir d'un jour à l'autre. Donc, nous attendons évidemment d'avoir les rapports de cette commission pour prendre des positions définitives. Mais ici, maintenant, suite justement à avoir été sur place, d'avoir rencontré une partie des protagonistes de cette situation, je peux vous assurer qu'un bon nombre des affirmations de
du rapport ne repose sur aucun fait. On n'a pas retrouvé sur le terrain ce qui a été déclaré dans le rapport, donc bon, c'est très dommage. Notons que ce rapport avait fait mention de violations des droits perpétrés à la fois par le personnel du Parc national de Kahuzi-Biega et les membres de l'armée congolaise. Dans la mission de l'ICCN de faire respecter la nature, cette institution s'est confiée à la justice afin qu'elle continue à faire son travail pour mettre fin à ces faits, à en croire Olivier Mouchete après sa visite dans le Parc national de Kahuzi-Biega.